Je suis resté immobile et j'ai permis à ma femme de presque mettre fin à la vie de notre fils. J'étais heureux qu'elle l'ait été fait. Mon fils avait beaucoup de problèmes. Si vous avez déjà vu le film Il faut qu'on parle de Kevin, cela vous aidera beaucoup à comprendre ce que je dis. La seule différence est que, dans le film, le garçon semble normal pour le père et ne révèle sa véritable personnalité qu'à la mère. Avec mon fils, il ne cachait rien. Son comportement était toujours le même avec tout le monde, depuis le jour de sa naissance. Mon fils est venu au monde d'une manière différente. Il avait été planifié. Ma femme et moi désirions ardemment avoir un bébé, et nous étions immensément heureux lorsqu'il est né. Il a été désiré et aimé. Nous lui avons donné tout notre amour et avons essayé au maximum de lui offrir une enfance heureuse. Mais, dès le jour où nous l'avons ramené de l'hôpital, il semblait malheureux. Il a pleuré sans arrêt pendant 13 mois consécutifs. Je n'exagère pas, 13 mois sans interruption. Il pleurait jusqu'à perdre sa voix, mais continuait d'essayer de pleurer. On voyait son petit visage tout crispé, mais aucun son ne sortait, totalement enroué. À certains moments, il pleurait même en dormant. Je n'ai jamais vu ou entendu parler d'un autre enfant faisant cela. Nous l'avons emmené chez des spécialistes, nous avons changé son alimentation, nous avons essayé de le calmer dans nos bras, nous l'avons bercé, nous avons utilisé des jouets, des couvertures, de la musique ou tout ce que nous pouvions imaginer. Rien n'a aidé. 13 mois d'épuisement, de nuits sans sommeil, ont été une période extrêmement difficile. Lorsqu'il est finalement sorti de cette phase de pleurs incessants, nous avons pensé que les choses s'amélioreraient, mais il est rapidement devenu clair que, pour une raison quelconque, il ne se sentait pas à l'aise dans ce monde. Je n'ai jamais vu ce garçon sourire sincèrement de joie pendant tout le temps que je l'ai connu. Je l'ai vu sourire seulement quelques fois, mais jamais par une vraie joie. Il semblait prendre plaisir uniquement dans des situations négatives, surtout lorsqu'il défiait les règles ou voyait quelqu'un d'autre en difficulté. Mais un sourire de joie pour quelque chose de bien? Non, jamais, pas même une seule fois. Il ne montrait aucun intérêt pour quoi que ce soit de positif. Il semblait agir par colère, et tout ce qu'il faisait reflétait cela. Dès qu'il a appris à marcher, son objectif était de détruire des choses. Il cassait ou essayait de casser tout objet à sa portée, il le jetait par terre, le mordait, le mettait dans les toilettes, tout ce qu'il pouvait faire. Après un certain temps, il a appris à retirer ses couches et a commencé à répandre de la saleté dans toute la maison. Avec le temps, il a commencé à cacher les choses, rendant le nettoyage encore plus difficile et laissant la maison avec une odeur horrible. Lorsqu'il a grandi un peu, entre 9 et 15 ans, il a commencé à faire cela dans notre lit. Nous avons dû mettre un verrou sur la porte pour l'en empêcher, et ensuite il a commencé à le faire dans le couloir, juste devant notre chambre. Il n'a jamais surmonté ce comportement. À mesure qu'il grandissait, cela devenait encore plus difficile à gérer. Nous avons dû installer une porte avec un verrou dans la cuisine parce qu'il prenait des couteaux et griffait les murs et les meubles. Quand il avait 10 ans, il m'a blessé sérieusement avec un couteau. J'ai encore les cicatrices. Et à mesure qu'il grandissait, ses comportements devenaient encore plus inquiétants. Il a commencé à mettre le feu à des objets et à poursuivre des animaux dans la rue. Il y avait un chien errant qui traînait près de chez nous, et il l'a blessé à l'un de ses yeux. Il faisait aussi des jeux cruels avec des chats. Naturellement, nous avons cherché de l'aide professionnelle. Il a passé des années en thérapie, voyait un psychiatre 2 fois par semaine et prenait divers médicaments. Mais rien n'a aidé. La thérapie ne fonctionnait pas, les médicaments ne fonctionnaient pas, rien ne semblait avoir d'effet. Il semblait toujours être de mauvaise humeur, se défoulant sur tout ce qui l'entourait. Lorsque mon fils avait 16 ans, ma femme est tombée enceinte à nouveau. Notre réaction a été complètement différente cette fois-ci. Au lieu de joie, nous avons ressenti de la peur. Finalement, nous avons décidé que ma femme aurait l'enfant, mais si cet enfant présentait les mêmes comportements que le premier, nous chercherions une autre solution. Nous ne pourrions pas revivre tout cela. Nous avons eu une fille. Elle était normale. Soudain, nous avons vu à quoi nos vies auraient pu ressembler, à quoi les choses auraient pu ressembler si notre fils n'avait pas eu autant de problèmes. Elle était heureuse, elle était calme. Je ne peux pas décrire le soulagement et le bonheur que nous avons ressenti. Je n'ai pas de mots pour ça. Lorsque nous avons ramené notre fille à la maison,
il a commencé à agir de manière encore plus incontrôlable. Je ne pensais pas que cela était possible, mais il a intensifié les choses à cette époque. Il avait 17 ans, et nous nous disputions tous les jours. Après la naissance de notre fille, ma relation avec mon fils a pratiquement disparu. Nos seules interactions étaient des disputes et des cris. Ma femme allait encore plus mal avec lui. Elle n'avait plus de force. Il a commencé à passer plus de temps hors de la maison, ce qui a été un soulagement pour nous. Je ne sais pas ce qu'il faisait quand il n'était pas là, mais nous étions simplement heureux de ne plus être directement affectés par les conséquences de son comportement. Nous avons beaucoup investi dans des serrures pour la maison. Toutes les portes intérieures fragiles ont été remplacées par des portes en bois massif, équipées de serrures dont ma femme et moi étions les seuls à avoir les clés. Nous n'enfermions pas notre fils comme un prisonnier, il pouvait circuler librement dans la maison et sortir quand il le voulait. Ma femme et moi nous enfermions dans nos chambres pour nous protéger de lui. Il nous avait transformés en prisonniers dans notre propre maison. Ce jour-là, ce matin-là, j'avais eu une dispute avec mon fils, et il était sorti de la maison furieux. Ma femme et moi avons profité d'un rare moment de tranquillité dans la cuisine pendant que notre fille dormait dans sa chambre. Puis, nous avons entendu ses pleurs. Tout parent ayant de jeunes enfants sait qu'avec le temps, on apprend à distinguer les différents types de pleurs. Il y a le pleur de la faim, celui lorsqu'ils ont besoin d'être changés ou simplement lorsqu'ils veulent des câlins. Ce pleur n'était aucun de ceux-là. C'était un cri de pur effroi. Dès que nous l'avons entendu, ma femme et moi avons bondi de nos chaises et couru vers la chambre. La porte était verrouillée, comme toujours, et il nous a fallu quelques secondes pour trouver la bonne clé et ouvrir. Lorsque nous sommes enfin entrés, nous avons vu notre fils à l'intérieur. Notre maison était de plein pied, et il était entré par la fenêtre pour arriver jusqu'à la chambre. Il se tenait debout près du berceau, tenant un couteau de cuisine. Je ne sais pas où il l'a trouvé. Ce n'était pas un des nôtres. Nous avions toujours été extrêmement prudents avec les objets dangereux et les gardions sous clé. Je pense qu'il l'a récupéré quelque part à l'extérieur. Notre fille était terrifiée et pleurait beaucoup. Il a détourné son regard pour la protéger. Je n'ai pas réfléchi, j'ai agi instinctivement. Mais ma femme est arrivée avant moi. C'était comme regarder un film accéléré. Elle a frappé sa main, faisant voler le couteau à l'autre bout de la pièce, puis elle l'a poussé de toutes ses forces. Il est tombé en arrière, loin du berceau. J'ai pris notre fille dans mes bras tandis que ma femme se plaçait devant nous pour nous protéger. Le pire de tout fut le regard de notre fils alors qu'il restait là, sans expression, sans émotion, comme s'il ne ressentait rien. Il semblait être une personne complètement différente. Ma femme a fait un pas en avant. J'aurais pu intervenir, mais je n'ai rien fait. Elle s'est approchée davantage. J'aurais pu l'arrêter, mais je n'ai rien fait. Elle l'a simplement fixé pendant quelques secondes, sans dire un mot, puis elle lui a donné un coup de poing au visage. Maintenant, peut-être qu'avant ce moment, vous imaginiez ma femme comme une personne fragile et délicate, mais rien ne serait plus éloigné de la vérité. Ma femme a toujours été de petite taille, peut-être un peu plus frêle, mais depuis l'adolescence, elle pratiquait la boxe. À cette époque, le MMA n'existait pas encore, mais le karaté et la boxe étaient des sports populaires, et ma femme a toujours été très douée pour ça. Nous ne l'avions jamais touchée avec colère auparavant, mais quelque chose s'est brisé en elle ce jour-là. Des années de frustration, de tristesse et de peur sont remontées à la surface quand elle l'a frappé. Il est resté hébété, sans réagir. Il a juste regardé, surpris, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a attendu un instant, puis l'a frappé à nouveau. J'aurais pu l'arrêter, j'aurais pu lui saisir le bras, la tirer dehors, essayer de la calmer, mais je n'ai rien fait. Je suis simplement resté là, immobile, pendant qu'elle continuait. Chaque fois qu'il essayait de se protéger, elle frappait un autre endroit. Il a commencé à crier, lui demandant d'arrêter. Ce fut la réaction la plus sincère que je lui ai jamais vue dans sa vie. Mais elle n'a pas arrêté. Elle était en mode automatique, comme si elle s'entraînait, concentrée sur chaque coup. Je suis resté là à regarder pendant un moment. Puis, je me suis retourné et suis sorti de la chambre, tenant notre fille dans mes bras. Je suis allé à la cuisine et lui ai donné un bain dans l'évier. C'est là que j'ai remarqué qu'il avait également fait une petite coupure sur la plante de son pied.
Toutes les blessures étaient superficielles. J'ai tout nettoyé, appliqué de la pommade et posé des pansements. Pendant ce temps, dans la chambre, j'entendais mon fils hurler des insultes contre ma femme, disant des horreurs, jusqu'à ce qu'après un certain temps, il ne dise plus rien, pas même pleurer. À ce stade, j'ai pensé qu'il s'était évanoui, mais j'entendais encore les bruits de la bagarre. Cela a duré longtemps, assez pour que ma fille s'endorme dans mes bras. Finalement, ma femme est sortie de la chambre et s'est assise en face de moi. Ses mains étaient rouges et enflées, elle respirait profondément. Nous sommes restés là, à nous regarder sans dire un mot. Après un moment, j'ai demandé « Il va bien ?» Elle m'a regardé et a répondu « J'espère que oui ». J'ai hoché la tête. Je comprenais exactement ce qu'elle ressentait. Je ressentais la même chose. Nous ne savions pas quoi faire, alors nous sommes restés là, silencieux, à attendre. Finalement, ma femme a commencé à pleurer et est allée prendre une douche. Je suis resté là, tenant notre fille. Après un long moment, j'ai entendu des gémissements venant de la chambre. J'ai découvert que mon fils était encore conscient. Je suis allé voir dans quel état il était. Il était évident qu'il était gravement blessé. Il était étendu par terre, essayant difficilement de bouger. Son visage était gonflé, ses yeux presque fermés, il pouvait à peine parler. Ses mouvements étaient lents, il semblait sans force. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la gravité de la situation. Ma femme avait clairement montré à quel point elle était épuisée par tout cela, et je comprenais parfaitement. Cette journée semblait interminable. Je tenais encore ma fille dans mes bras, sentant le poids de l'épuisement m'envahir. Ma femme était assise en face de moi, respirant difficilement, les yeux fixés sur un point lointain, sans dire un mot. Le silence dans la maison était lourd, mais dehors, nous avons commencé à entendre des voix. C'est alors que j'ai réalisé que le bruit de la bagarre avait attiré l'attention des voisins. Quelqu'un a frappé à la porte avec force. Puis, une autre série de coups, plus insistants. Avant que je puisse me lever, j'ai entendu la voix d'un des voisins crier depuis l'extérieur, « Tout va bien là-dedans ». On a entendu des cris. Ma femme m'a regardé, toujours essoufflée. Elle n'a pas montré de surprise, peut-être était-elle aussi épuisée que moi pour se soucier de qui pouvait écouter. Je me suis approché de la porte et, en l'ouvrant, j'ai trouvé un petit groupe de voisins rassemblés devant la maison. C'étaient des personnes que nous connaissions depuis des années, mais qui avaient toujours gardé une distance prudente par rapport à notre famille. Certains avaient peur de notre fils, d'autres préféraient simplement ignorer ce qui se passait. Mais cette fois, ils ne pouvaient pas ignorer ce qui s'était passé. « Tout le monde va bien ?» a demandé un des hommes, en jetant un coup d'œil à l'intérieur de la maison. Ma femme est apparue derrière moi, les bras croisés, avec une expression sévère sur le visage. Elle n'essayait pas de cacher quoi que ce soit. Il a essayé de blesser notre fille. Un silence immédiat s'est installé. Le poids de ces mots est tombé comme un coup de tonnerre sur les gens présents. Une des femmes a demandé, choquée, « Il est entré par la fenêtre de la chambre de votre fille ?» Elle a continué, d'une voix tendue, « Il avait un couteau. » La peur et l'horreur ont envahi le quartier. Ce qui avait commencé par des murmures est devenu une vague croissante de colère. Certains ont commencé à crier, demandant où il était. D'autres disaient qu'ils savaient que cela arriverait un jour, qu'ils avaient toujours su qu'il n'était pas normal. « Vous le laissiez encore habiter ici ?» ce monstre, lança un des hommes avec mépris. Il aurait dû être enfermé depuis longtemps. Le groupe a commencé à avancer dans la maison, le cherchant. Mon cœur s'est emballé, non parce que je voulais le protéger, mais parce que je savais que, s'il le trouvait maintenant, il ne resterait plus rien de lui. « Où est-il » cria un autre voisin, les yeux brûlants de colère. C'est alors que nous avons entendu des sirènes au loin. Les lumières rouges et bleues de la police et de l'ambulance ont commencé à clignoter dans la rue. Quelqu'un, probablement un autre voisin, avait appelé les autorités. Les cris se sont tus un instant. Tous se sont éloignés, certains marmonnant, d'autres soufflant de frustration, mais personne n'est parti. Ils voulaient voir ce qui allait se passer. Les ambulanciers sont entrés les premiers, accompagnés par les policiers. Je me suis contenté de pointer le couloir du doigt. L'un d'eux est allé jusqu'à la chambre et est revenu peu après, parlant à la radio. Ils avaient besoin d'aide pour l'emmener. Mon fils était conscient,
Mais il ne pouvait pas se lever. Il bougeait à peine, sa respiration était faible. J'ai vu ma femme observer tout cela, sans aucune émotion. Pour elle, il n'était déjà plus qu'un étranger. « Que s'est-il passé ici ?» a demandé un des policiers en nous regardant. Ma femme a répondu la première, « Mon fils a essayé de blesser mon bébé. Il est entré dans sa chambre par la fenêtre et il était armé. » La policière a froncé les sourcils. « Voulez-vous porter plainte ?» Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. J'ai regardé ma femme, et elle avait déjà pris sa décision. Oui. Les policiers ont commencé à prendre nos déclarations sur place, pendant que les ambulanciers travaillaient à stabiliser mon fils. Les voisins n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient plus, ils voulaient qu'il paie de la même manière. Il ne peut pas s'en tirer impunément, a crié quelqu'un. Ce garçon est un danger pour tout le monde. Les policiers ont demandé à tout le monde de s'éloigner. Certains étaient tellement furieux qu'ils semblaient prêts à attaquer. Il a fallu qu'un des policiers hausse la voix pour maintenir l'ordre. Il sera placé en garde à vue, mais vous ne pouvez pas intervenir. Ils l'ont emmené dans l'ambulance, mais ce n'était pas comme pour n'importe quel autre patient. 2 policiers sont montés avec lui. Il était sous surveillance. Pendant ce temps, l'un des officiers nous a remis un document et nous a dit d'aller au commissariat pour déposer officiellement une plainte. Voulez-vous porter plainte pour crime ? Ma femme m'a regardé pour la première fois depuis longtemps. J'ai vu une détermination inébranlable dans son regard. Oui, ai-je répondu pour nous deux. Et c'est ainsi que tout a commencé. Nous savions que ce n'était pas la fin, en réalité, c'était seulement le début d'une longue bataille. Mais une chose était certaine, pour la première fois depuis des années, notre maison semblait un peu plus sûre. Et maintenant, il devrait affronter les conséquences de ses actes. Porteur plainte semblait être l'étape finale pour clore ce chapitre. Au fond, je savais que la justice était imparfaite, mais je voulais croire qu'avec tout ce qui s'était passé, cette fois-ci serait différente. Ma femme et moi sommes allés au commissariat cette même nuit, après avoir laissé notre fille chez une voisine de confiance. L'atmosphère du commissariat était froide, impersonnelle. L'agent à l'accueil nous a regardés avec lassitude, comme si nous n'étions qu'un problème de plus dans une longue série de problèmes quotidiens. Nous nous sommes assis sur des chaises en plastique dur en attendant d'être appelés pour formaliser la plainte. Le policier chargé de l'affaire nous a conduits dans une salle et a commencé à recueillir nos déclarations. Ma femme parlait d'une voix ferme, mais on pouvait sentir à quel point elle était épuisée par toute cette histoire. Nous avons tout raconté, des incidents avec les animaux jusqu'au moment où il avait pénétré dans la chambre de notre fille. Nous avons donné tous les détails de ce qu'il avait fait au fil des années, chaque attaque, chaque comportement étrange, chaque épisode violent. Le policier écoutait, prenait des notes, posait des questions. « Avez-vous des preuves de ce qu'il a fait ce soir ?» Ma femme et moi nous sommes regardés. La chambre de notre fille portait encore les traces de l'effraction, et le couteau qu'il avait utilisé avait été récupéré par les ambulanciers. Mais, au final, ce n'était qu'un couteau ordinaire. Tout ce que nous avions, c'était notre témoignage et les blessures superficielles de notre fille, trop légères pour provoquer une réelle indignation. « Il est entré chez nous avec un couteau et a blessé notre bébé », s'exclama ma femme, indignée. Le policier soupira. « Je comprends, madame, mais sans preuve concrète, sans caméra, sans témoin direct ayant vu ce qui s'est passé, il est difficile de monter un dossier solide contre lui. »« C'est grave, dis-je, incrédule. Il a déjà un historique d'agression. Il doit être tenu loin de notre famille. » Le policier referma son carnet de notes et nous regarda droit dans les yeux. « Vous savez comment fonctionne la justice. Même si nous poursuivons l'affaire, s'il nie tout et qu'il n'y a pas de preuves matérielles, il pourrait être libéré. » Ma femme porta les mains à son visage. Je sentis mon sang bouillir. Il avait essayé de tuer notre fille, et maintenant ils allaient simplement le relâcher. Nous avons passé plus d'1 heure à répondre aux questions, signer des documents, écouter les explications bureaucratiques. Finalement, la seule chose que nous avons obtenue fut une ordonnance de protection fragile, qui ne garantissait rien s'il décidait de revenir la semaine suivante. Puis vint la nouvelle que je redoutais déjà, l'affaire n'a pas avancé. Il manquait des preuves tangibles, il n'y avait eu aucun flagrant délit. Il serait libéré.
Ma femme était assise sur le canapé lorsqu'elle reçut l'appel du commissariat. Elle ne répondit même pas au policier, raccrocha simplement et me regarda. « Il va être libéré », dit-elle, sans émotion. Je n'ai pas eu besoin de poser de questions, je savais déjà. Mon cœur se serra. Ma fille jouait innocemment sur le tapis du salon, sans savoir que le danger rôdait toujours autour de notre maison. L'indignation s'empara du quartier quand ils apprirent la nouvelle. Les gens étaient furieux. Ils avaient vu la police l'emmener, ils avaient entendu nos témoignages. Personne ne voulait voir ce monstre revenir dans la rue. Et puis, une nuit, cela arriva. Ma femme et moi essayions de maintenir une certaine routine, mais la tension dans la maison était palpable. Nous entendions un bruit lointain venant de la rue au décrit. Je suis allé à la fenêtre et j'ai vu un groupe de voisins rassemblés au coin de la rue. Au milieu d'eux, mon fils était à terre, encerclé par des hommes et des femmes furieux. Mon cœur s'est emballé. Ma femme s'est levée et m'a rejoint à la fenêtre. Nous sommes restés là quelques secondes, sans savoir quoi faire. Je n'ai ressenti ni peur ni inquiétude, j'ai simplement attendu de voir ce qui allait se passer. « L'île est libre », cria un homme. « La justice n'a rien fait, alors nous allons agir. C'est un monstre. Il a failli tuer sa propre sœur. Vous pensez qu'il peut revenir ici comme si de rien n'était ?» À chaque parole, la foule devenait de plus en plus agressive. Certains lui donnaient des coups de pied tandis qu'il était à terre, d'autres tiraient sur ses vêtements, le secouaient, hurlaient à son visage. Il ne pouvait pas réagir. Pour la première fois de sa vie, j'ai vu la peur dans ses yeux. « À vous, espèce de monstre !» cria une femme. « À vous, ou tu ne sortiras pas vivant d'ici !» Ils l'ont attrapé par le col, le forçant à les regarder. Sa voix tremblait, faible. Il saignait, son visage était tuméfié, son regard désespéré. Je savais que ce n'était pas du remords. Il ne ressentait aucune culpabilité pour ce qu'il avait fait. Ce qu'il ressentait, c'était la peur de ce qu'ils allaient lui faire. « J'ai fait ça. »« C'est bon », cria-t-il, la voix brisée. « J'ai fait ça à ma sœur. » Un silence s'abattit sur la rue. Il avait avoué. Un des hommes cria. Quelqu'un sortit son téléphone portable et commença à filmer. Il pleurait, implorant qu'on ne le tue pas. La foule devenait de plus en plus menaçante. « Rends-toi maintenant, ou nous réglons ça ici. » Il regarda autour de lui, cherchant une issue. Il n'y en avait aucune. S'il tentait de fuir, il serait frappé jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Les policiers sont arrivés quelques minutes plus tard, alertés par l'un des habitants. En voyant la scène, ils ont immédiatement compris ce qui se passait. Mon fils a été menotté au milieu de la rue. Cette fois, il n'y avait aucune échappatoire. Il a été arrêté. Sa confession a été enregistrée, et il y avait des témoins. Pendant qu'il l'emmenait, le quartier a applaudi. Les gens pleuraient de colère et de soulagement. Ma femme et moi sommes restés sur le trottoir, regardant le véhicule de police s'éloigner. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti une forme de soulagement dans ma poitrine. Ma femme a pris ma main et l'a serrée fort. « C'est fini », murmura-t-elle. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement resté là, sentant enfin la liberté nous revenir. Dans les jours qui ont suivi, notre maison semblait différente. La tension qui auparavant imprégnait chaque recoin s'était dissipée. Notre fille pourrait grandir sans avoir à regarder ce visage. Ma femme pourrait dormir en paix, et moi, je pouvais enfin respirer. Le temps a passé, la vie a repris son cours, et pour la première fois depuis des années, notre maison était un endroit paisible. Notre fille grandissait sans peur, sans avoir besoin de verrouiller les portes à l'intérieur de la maison, sans regarder par-dessus son épaule. Ma femme et moi avons appris à respirer à nouveau, à dormir sans sursaut, à ne plus vivre dans l'attente du pire. Nous ne parlions pas de lui. Son nom n'était plus mentionné. Et avec le temps, il semblait qu'il n'avait jamais existé. Comme un fantôme d'un passé lointain, une erreur que la vie nous avait forcé à porter, mais qui avait enfin été retirée de nos vies. Jusqu'au jour où la nouvelle est arrivée. Ce fut par hasard. Nous n'avons reçu aucun appel officiel, aucune communication de la prison. Nous l'avons appris parce qu'un voisin,
dont un parent purgeait une peine dans la même prison, a mentionné ce qui s'était passé, comme s'il s'agissait d'une simple conversation. « Vous êtes au courant ?» a-t-il demandé, presque négligemment. « Votre fils, il est mort en prison. » Ma femme et moi sommes restés immobiles un instant. Nous ne savions pas quoi dire. J'aurais pu m'attendre à tout, sauf à ça. « Ah comment ?» ai-je demandé, la voix plus forte que je ne l'aurais voulu. L'homme a soupiré, jetant un regard autour de lui avant de poursuivre. Là-bas, les choses fonctionnent différemment. Il n'était pas quelqu'un de facile. Vous le savez mieux que personne. Il est resté tel qu'il avait toujours été, provocateur, se faisant des ennemis. Et les gens là-bas ont découvert ce qu'il faisait ici. Je n'ai pas eu besoin de poser d'autres questions. Je savais déjà ce que cela signifiait. La nouvelle m'a frappé d'une manière étrange. Je n'ai pas ressenti un choc profond ni une immense tristesse, juste une sensation bizarre dans la poitrine, une sorte de pression silencieuse. Ma femme a détourné le regard. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a quelques semaines. On ne vous a pas informé parce que personne ne s'est soucié de le faire. Probablement que le corps a été traité comme celui de n'importe quel autre prisonnier, sans famille pour réclamer le corps. Peut-être qu'il a été enterré dans une fosse commune. Ils ont peut-être essayé de vous contacter, mais nous n'avons jamais été mis au courant, car nous avions changé de numéro, d'adresse, de vie. Et nous étions là, debout sur le trottoir, apprenant par un tiers que notre fils était mort. Mon fils est mort. Ces mots tournaient dans mon esprit de manière mécanique, sans que je les assimile vraiment. Je suis désolé, dit l'homme, hésitant. J'ai hoché la tête sans répondre. Ma femme a serré ma main légèrement. Après que l'homme s'est éloigné, nous sommes restés là, en silence. Nous n'avons pas pleuré, nous n'avons rien dit. Nous avons simplement inspiré profondément, sentant le poids de cette nouvelle s'installer lentement. C'était étrange. Un fils reste un fils, peu importe ce qu'il a fait. Peu importe combien de fois il nous a fait souffrir. Il était encore du même sang que nous. Et pourtant, le soulagement était plus fort que la tristesse. C'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Nous avions passé tant d'années à vivre dans la peur, dans l'insécurité, portant un fardeau insupportable sur nos épaules. Quand il avait été emprisonné, nous nous étions déjà sentis libres. Mais savoir qu'il était mort signifiait qu'il ne pourrait plus jamais nous blesser, qu'il ne pourrait plus jamais regarder notre fille, qu'il ne pourrait plus jamais manipuler, menacer ou détruire. C'était vraiment fini. « Tu penses que nous sommes des personnes mauvaises de ressentir cela ?» demanda doucement ma femme. Je l'ai regardé et j'ai vu que ses yeux étaient légèrement humides, mais pas de chagrin, pas de nostalgie. J'ai soupiré, sentant le vent froid contre mon visage. Je pense que nous sommes simplement humains. Elle a compris. Nous sommes rentrés chez nous sans dire un mot de plus. Et pour la première fois depuis que cette histoire avait commencé, cette maison ne portait plus son ombre. C'était simplement un foyer. Un foyer où notre fille pourrait grandir sans peur, et où nous pourrions enfin vivre.